Bonjour à tous, on va commencer dans 2 minutes juste pour laisser les gens qui rentrent encore le temps de mettre leur manteau et les gens qui descendent des bureaux de venir s'asseoir, donc 2 minutes. Et puis on va terminer sur l'heure pour vous assurer que vous puissiez vaquer à vos occupations et retourner au bureau à temps. Bonjour à tous, on y va. On en a pour 1 heure. Je m'appelle Jean-Philippe Renaud. Je travaille ici à la Maison du développement durable. Bienvenue. Vraiment content d'avoir cet événement-ci sur une rétroaction sur la 28e conférence des partis déjà. 28. C'est fascinant d'avoir cet événement ici à la MDD. Hier, on a eu le même événement, mais perspectives financières, donc différents fonds qui sont venus parler de leur perspective de la COP. Donc, c'est tout à fait approprié d'avoir ce retour d'expérience dans cet grand espace de synergie et de rencontre qu'est la Maison du développement durable. Je voudrais remercier nos partenaires. On est sur un terrain, un territoire non cédé des Premières Nations, évidemment, qui elle-même, Hydro-Québec est venu s'installer dessus. Hydro-Québec a cédé temporairement, donc sur un bailli amphithéotique, assez d'espace pour construire la Maison du développement durable. Et c'est aujourd'hui notre partenaire principal des événements que la MDD fait. On a aussi un partenaire majeur qui est Desjardins, qui rend ces événements possibles. Vous aurez vu un peu partout les petits codes QR pour rentrer votre impact GES. Ça nous permet aussi d'avoir un meilleur aperçu de qui vient à ces conférences, des nombres spécifiques. Ça nous aide beaucoup. On a pour 1 heure, donc je disais, on aura 50 minutes d'échange et on va se garder une dizaine de minutes pour vos questions si vous en avez. Sinon, moi, je peux parler pendant 1 heure et demie, mais on va s'assurer d'arrêter ici après 59 minutes. Donc, vos panélistes. Je commence avec Noémie Lefrançois, à ma gauche. Noémie faisait partie de la délégation jeunesse de l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Elle est aussi volontaire au Centre d'études de coopération internationale et chargée de projet en transition écologique. Colette Lelièvre, à la section francophone de Amnesty International Canada. Elle est aussi en charge de toutes les actions chez Amnesty International. Andréane Parent, qui est la directrice générale de Projet Réalité Climatique Canada. Merci d'être ici. Et Patrick Rondeau, qui est conseiller syndical à la FTQ, le Fonds des travailleuses et travailleurs du Québec. Donc, je vais commencer peut-être avec toi, Andréane. Pourquoi es-tu allé à la COP? De nous, ça, c'est quand même loin, juste en contexte. Un aller-retour Montréal-Paris, c'est 2,5 tonnes de GES. Notre budget carbone annuel, qu'on devrait tous avoir, c'est 2,5 tonnes de GES. Fait que tu as explosé ton budget annuel de GES juste pour t'y rendre. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé? Avec plaisir. Puis effectivement, c'est toujours une question qui est importante de se poser. Pourquoi on va au COP? Puis je pense que cette COP-ci, il y avait beaucoup de... à juste titre, de cynisme par rapport aux pays hôtes, par rapport à une présidence qui était justement, qui a un rôle assez important, le sultan Al-Jaber, qui est à la présidence d'une compagnie nationale d'énergie fossile, de pétrole, qui a d'ailleurs un plan d'augmenter sa production de pétrole dans les prochaines années.
Donc, effectivement, ces espaces-là, il faut vraiment y aller avec des intentions précises et s'assurer finalement que la place qu'on prend est essentielle pour faire amener la conversation internationale sur l'ambition climatique plus loin. Lorsqu'on vient d'un pays comme le Canada, qui fait partie des 5 plus grands producteurs d'énergie fossile, où on a une responsabilité historique et contemporaine en matière de la catastrophe planétaire dans laquelle on est, et qu'encore aujourd'hui, on ne fait pas notre juste part au niveau domestique, mais aussi au niveau international en matière de financement adéquat, on a une responsabilité vis-à-vis de l'humanité, mais aussi vis-à-vis de nos pairs et de nos collègues qui sont notamment dans le Sud global, qui sont notamment dans des petits États insulaires, tous nos collègues des mouvements autochtones à travers la planète, pour s'assurer finalement que leurs préoccupations sont vraiment amplifiées et aussi qu'on tienne imputables nos élus de qu'est-ce qu'ils prennent comme engagement au niveau international sur la mise en œuvre sur place. Donc, pour le multilatéralisme, on ne peut pas bouder ces espaces-là, mais par contre, effectivement, il ne faut pas y aller comme une foire professionnelle, il faut vraiment y aller avec des objectifs précis en termes de négociation et surtout de responsabilité par rapport au pays qu'on représente. Finalement. OK, merci beaucoup. Donc, vraiment, cette responsabilité historique, la société civile doit s'assurer qu'on pousse sur nos représentants gouvernementaux pour que ça avance. Merci beaucoup. Patrick, de ton côté, pourquoi la FTQ y va? Pourquoi toi, tu y vas personnellement? Je vais rebondir là-dessus. C'est pas si tant que la société civile a un rôle à jouer que le rôle est même prescrit par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Bien sûr, c'est un processus étatique. Ce sont les pays qui sont autour de la table pour négocier. Mais il y a 9 représentativités reconnues par la Convention cadre pour participer aux négociations, s'assurer de la transparence du processus, faire du lobby, influencer et communiquer. Donc, et un de ces 9-là est la représentation syndicale. Donc, c'est pour cette raison-là que la FTQ y va. Et la FTQ est d'ailleurs co-coordonnatrice des syndicats internationaux. Donc, on a un rôle très actif à jouer qui est méconnu, malheureusement, mais qui a un rôle important à jouer. Et il est important parce que le rôle des COP, encore une fois, n'est pas si tant de régler le sort de l'humanité en 2 semaines. Hein, c'est un processus, d'ailleurs, qui se fait par prise de décision au consensus. Bonjour à vous. La relève de demain. Allô tout le monde. 80 enfants à la garderie juste au-dessus de vous. Voilà ce que ça donne, mais ça met la bonne humeur dans la place. C'était prévu dans la présentation. Voilà. Tu peux continuer, Patrick. Donc, tu parlais de ce rôle fédérateur de la FTQ pour amener toutes dans un les représentations des travailleurs. Comme Andréane le disait, les États sont amenés à prendre des décisions, mais par consensus. Donc, ça aussi, c'est méconnu. Donc, on parle de près de 200 pays qui doivent s'entendre sur des décisions qu'ils devront, par la suite, mettre en œuvre au niveau domestique. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, une COP n'est pas de régler le sort de l'humanité en deux semaines. C'est pas, par exemple, les pays ne peuvent pas voter à majorité et dire, la Chine, tu fermes ton industrie du charbon en 2042. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'ils négocient par consensus, ce sont des accords cadres. Donc, de grands principes qui doivent être le plus coercitifs possible pour pouvoir avoir des politiques domestiques fortes par la suite. Et c'est très important de noter que, justement, ce n'est pas par majorité qu'on ne peut pas dire, on va voter par majorité, nous, on s'entend qu'on doit faire ça, et ceux qui votent contre, sont contre. En fait, le processus de consensus, crée un effet de responsabilité des États. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on y participe. Et c'est important aussi, en terminant peut-être, de dire pourquoi les Émirats arabes unis, Andréane a commencé, il y a cette rotation-là continentale des pays. Il est important que chacune des parties du monde puisse exprimer son point de vue lors des COP. Donc, ça aussi, c'est important, même si on peut avoir des doutes, mais en même temps, ça peut ouvrir la porte à des enjeux qu'on n'aurait normalement pas parlé, comme dans ce cas-ci, les énergies fossiles. Parfait. OK, merci beaucoup. Donc, vraiment un rôle, une responsabilité qui est codifiée dans la Convention. Colette, je reviens vers toi. Noémie, c'était ta toute première. Pourquoi tu as décidé d'y aller en tant que personnellement? Pourquoi tu t'es déplacée et ton organisation? Oui, en fait, c'est bon, on m'entend? Oui. En fait, c'est que, premièrement, je revenais d'une expérience de coopération volontaire, là, comme tu le disais tantôt, avec le CECI en Bolivie. Donc, la Bolivie, c'est un pays du Sud qui vit de façon très forte les répercussions des changements climatiques, qui est un pays à faible et moyen revenu, qui est assez pauvre, je dirais. Puis, de le constater comme ça, par mes propres yeux, de voir les répercussions du changement climatique, c'est bon.
de voir les répercussions des changements climatiques comme ça dans un pays du Sud, c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'importance que ces pays-là soient entendus dans ces grandes conférences-là internationales. Puis leur représentation est souvent très basse comparée à tous les autres intérêts économiques, tous les autres intérêts des pays plus riches qui s'y trouvent. Puis, voilà, d'avoir vécu cette expérience-là en Bolivie, ça m'a amené à y aller. Puis, également, en tant que jeune, c'est extrêmement important que nos voix se fassent entendre, autant au niveau des revendications qu'on peut apporter, mais aussi pour vulgariser aux personnes qui se trouvent au Québec puis qui ne sont pas nécessairement là-bas. Donc, on a plusieurs rôles à jouer là, en tant que société civile. Donc, ton but, c'était vraiment d'aller représenter la jeunesse et le Global South, les sociétés du Sud. Oui, c'est ça, exact. Parfait, merci beaucoup. Colette, Amnesty International, et toi, Colette Lelièvre, pourquoi à Doha? En fait, il faut savoir que ici, mon rôle, c'est, comme responsabilité principale, j'ai de travailler sur les droits des peuples autochtones, mais aussi sur la crise climatique. Pour plusieurs, il y en a beaucoup qui ne voient pas Amnesty quelque part dans la crise climatique, mais en fait, l'ensemble de tout ce qui se passe, des catastrophes, touche les droits humains de part et d'autre, que ce soit au niveau éducation, santé, logement, le droit de vivre dignement, le droit de générer ses propres revenus. Nous, à ce titre, ça nous touche beaucoup. Il faut savoir qu'Amnesty, quand même, on est impliqué donc pour la promotion, la mise en œuvre des droits humains partout dans le monde. Donc, ce qui se passe à la COP est super important, notamment par rapport à la participation de la société civile. Alors, moi, pourquoi je suis allée, c'est pour essayer de voir comment le gouvernement canadien soutenait, en fait, la société civile, tant canadienne qu'internationale, pour lui donner une voix. C'était ma première fois, j'étais choquée, j'ai eu une espèce de choc de la culture quand je suis arrivée à la COP, où au bout de 3-4 jours, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là, bordel? Et après une journée de repos, j'avais les idées plus claires. J'ai pu essayer de voir un peu comment, au niveau de la société civile, on pouvait mieux travailler avec les différentes composantes qui étaient présentes à la COP. Et à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour moi d'essayer de voir comment je pouvais rencontrer les différentes parties. Je me suis impliquée dans notamment le caucus droits des peuples autochtones où je suis allée. Et j'ai essayé évidemment de rencontrer ce qui comptait ou ce qui était présent ou qui acceptait de nous rencontrer au niveau différents ministres canadiens qui étaient là. Pour me rendre compte, en fait, que la question des droits humains fait partie des accords de Paris. Hein, c'est un des nombreux traités des Nations unies. Mais les droits humains sont de façon très timide intégrés dans l'ensemble des décisions qui sont prises dans les différentes COP. Les anciennes COP, la COP 28 n'en fait pas exception. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour essayer de dire que si on met en œuvre les droits humains, par les différents traités qui sont déjà existants, on aurait une application des différents programmes, décisions qui seraient prises de façon plus équitable, qui représenterait l'ensemble des populations, des régions, des communautés de façon plus juste. Parce que ce que c'est l'accord de Paris, c'est de mettre en œuvre des programmes pour l'adaptation, la médication, la réparation, l'ensemble de tous les différents volets, pour s'assurer que tout le monde y a son compte, mais surtout qu'il y a accès de façon équitable. Et c'est là que joue le rôle d'Amnesty, c'est d'essayer de dire, si vous appliquez les droits humains, vous allez pouvoir avoir une application de toutes ces décisions-là de façon juste. Et c'est là notre rôle, puis c'est là que moi, en tant que représentante d'Amnesty International, j'essaye de jouer un rôle. Si petit soit-il, oui, mais on l'essaie. Vous étiez nombreux, donc c'est sûr qu'on a tous un rôle tout petit une fois rendu là-bas. Tu veux dire nombreux Amnesty ou nombreux la société civile? La société civile et tous les représentants, toutes les parties à cette conférence-là. Là. Ouais. On parle d'un demi-million de personnes qui y étaient là. Oui, mais me permets-tu de parler de la participation de la société civile? Bien, j'aimerais, oui, évidemment, parce que, donc, société civile, mais aux Émirats arabes unis, ça devait être particulier. C'est quoi ton impression de... Bien, écoutez, en fait, je peux vous dire qu'en fait, la société civile a été muselée à bien des égards. Nous, Amnesty International, on a noté que les actions étaient filmées. Les actions doivent être autorisées par les Nations unies.
et ça doit respecter un Les cadre actions, très tu veux dire les manifestations, les Oui, prises de n'importe quoi, position, les les paroles? rassemblements, les OK. manifestations, même ce qu'il y a sur les pancartes, les slogans que tu dis lors d'une action sont réglementés, Tout doivent être préapprouvé. autorisés. Oui, Aïe, aïe, aïe. exactement. Ce qui fait que moi, je peux vous dire que nous, on a essayé tant soit peu d'avoir une action concernant les Émirats arabes unis. Sachez qu'il y a des milliers de militants politiques qui sont en prison aux Émirats arabes unis. On voulait remettre une pétition aux autorités des Émirats arabes unis, qui étaient à Dubaï, et on a été empêchés de le faire. Les Nations unies, on voulait nous dire quoi dire, évidemment, ce qu'on refuse. On n'a pas pu organiser notre action, c'est ce que je veux vous dire. Et ça a été particulièrement difficile. Il faut savoir que il n'y a personne qui a critiqué les Émirats arabes unis pendant qu'on était là. Personne. Ça, je peux vous l'assurer. On ne critique pas l'autre, c'est ça? Normalement, l'année passée, je n'étais pas là, mais mes collègues qui étaient en Égypte l'année dernière ont dit qu'ils ont pu critiquer l'Égypte, contrairement à cette COP 28. Okay. Donc, il y a eu quand même un resserrement encore plus important de la liberté d'expression. Et ça, c'est à craindre. C'est à craindre. Okay. Il faut savoir que dans la dernière semaine de la COP, il y a un procès d'autres opposants politiques qui a débuté à Dubaï. En avez-vous entendu parler? À mon avis, non. Alors, voilà, je pense que ça exprime un peu nos craintes. Patrick, tu voulais revenir? Je t'ai vu réagir. Non, c'était sur la participation. En fait, on parle de 94 000 personnes inscrites officiellement. Okay. Les chiffres des Émirats arabes, c'était 118 000, mais c'était 94 000. Et sur les 94 000, il y avait 26 000 de la société civile. OK. Donc, j'ai un facteur de 10 de trop, là. Bon. Reviens-moi là-dessus, justement. Une des sources du cynisme autour des COP, c'est que ça devient de plus en plus une foire commerciale. Toi, ce n'était pas ta première, Patrick. Donc, tu as vu l'évolution. Est-ce qu'on en entend de plus en plus parler comme un endroit où des compagnies doivent être présentes pour offrir leurs solutions, leurs services, leurs produits, etc.? C'est quoi ta perspective de cette évolution? Ça a toujours été, d'une certaine façon. En fait, ce qui prend de l'ampleur, c'est le nombre de personnes qui participent au COP. Et qui veulent y participer pour des raisons très différentes les unes des autres. Donc, positif, négatif, c'est dur à dire. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça peut devenir une foire commerciale pour certains et pour d'autres, pas du tout. Il y a des bienfaits et des côtés très négatifs aussi. Donc, à ce niveau-là, la question à se poser, c'est qui peut participer et qui ne peut pas participer. Par exemple, où on trace la ligne pour dire toi, tu peux, mais toi et toi, tu ne peux pas venir. Donc, c'est complexe comme processus et ce à quoi nous plaidons, la société civile, justement, au niveau officiellement des circonscriptions, donc la représentativité de la société civile sous la Convention cadre depuis maintenant 2 ans, c'est qu'il y a une absence de définition de conflit d'intérêts dans la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ça n'existe pas. Parce qu'à la base, les COP n'avaient pas cet aspect monstrueux qu'elles ont en ce moment et ça a changé en cours de route. Et plus la pression s'est faite sur l'industrie des énergies fossiles, plus le lobby s'est organisé à ce niveau-là. Donc, ça a changé en cours de route à ce niveau-là. Et ce que nous plaidons, c'est qu'il y ait une définition de conflit d'intérêts et qu'il y ait des mécanismes pour prévenir les conflits d'intérêts. Mais encore une fois, il faut définir conflit d'intérêts envers quoi et pourquoi. Et tout repose sur l'ambition climatique. C'est-à-dire que chaque COP devrait se finaliser avec une ambition climatique plus grande que la précédente et d'atteindre plus près les objectifs que de s'en éloigner. Donc, pour nous, la ligne est claire, mais elle n'est pas tant que ça. Et à ce niveau-là, on peut voir que ce qu'on nous dit souvent, c'est apportez-nous des preuves qu'il y a des conflits d'intérêts, on pourra agir. Et on doit dire qu'un des plus beaux cadeaux que la présidence des Émirats arabes unis nous a fait, c'est de démontrer qu'il y a des conflits d'intérêts, puisque lorsqu'il rencontrait les pays pour organiser la COP, allait dans une deuxième salle par la suite pour négocier des deals sur les hydrocarbures. Donc, c'est un conflit d'intérêts flagrant à ce niveau-là. Il y avait plus de 2000 lobbyistes des énergies fossiles dans cette COP-là. Donc, on a maintenant des exemples assez clairs à dire, oui, il y a conflit d'intérêts, et oui, ça peut devenir une foire commerciale et c'est problématique. Mais encore là, il faut différencier. Par exemple, si on parle du Canada et du Québec, le Canada est probablement le pays qui a une délégation, dans sa propre délégation canadienne, la plus diversifiée au monde. Donc ça, on peut leur donner quand même
cet élément-là. Mais quand on regarde le Québec, les accréditations qu'ils reçoivent sont essentiellement tous envoyées à Investissement Québec International et c'est organisé sous la forme d'une délégation d'affaires. Vous n'avez pas de personnes qui viennent de la société civile dans la délégation du Québec. C'est une délégation d'affaires. Et la plupart Attends, toi, d'entre tu eux... faisais partie de quelle délégation alors? Explique-moi. Moi, j'étais parmi la délégation du Canada, OK. puisque le Canada fait une place aux organisations syndicales. OK. Mais la FTQ est enregistrée sous la Convention cadre comme ONG. Donc, nous avions nos propres accréditations. Mais autrement, les autres groupes ici doivent se démerder pour trouver des accréditations. Et toi, Colette, aussi, c'était avec le Canada, donc? Non, pas du tout. Par le biais d'Amnesty International, Donc, le de la Hollande secrétariat ou, international. OK. Oui, oui, oui. Basé Non, aux Pays-Bas, donc. Une accréditation des Pays-Bas? non, d'Angleterre. D'Angleterre. Le siège international est à Londres. Et en fait, on ne pourrait pas y aller autrement. OK, OK. Mm. Je t'ai coupé, Patrick. Termine. Ben, Merci. sans problème. Et en fait, ce que nous plaidons à ce niveau-là, parce que ce qu'on peut voir de la délégation du Québec souvent, c'est des gens qui débarquent à la COP avec une accréditation canadienne, puisqu'elle passe par le Québec Investissement, etc., et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là. Donc ça, c'est drôlement problématique. Et encore là, je reviens au fait que ce n'est pas de tracer la ligne de qui vient et qui ne vient pas, mais il doit y avoir un équilibre Ouais, dans ouais, les ouais. délégations qui sont envoyées à ce niveau-là. Et on doit revenir aussi à pourquoi y aller, essentiellement. Parce que si on n'est pas là pour contribuer à l'ambition climatique, à mon sens, ben, il n'y a pas de raison d'y être. Ouais. Et l'ambition climatique ne passe pas uniquement par des négociations, peut passer aussi par des déclarations bilatérales, par des ententes, par des rencontres, mais dans le cadre de faire avancer l'ambition climatique. Oui, oui, oui. Hier, donc, sur le panel similaire à ceci, mais de la perspective financière, il y avait exactement ce dont tu viens de parler, que c'est quand même la place où faire des grosses annonces, ou rencontrer des gens, ou avoir du levier. Et puis, il faut y aller avec un objectif précis. Tu l'as dit, Andréane. Toi aussi, Patrick. Noémie, toi, tes objectifs, donc, toi, si je comprends bien, ta délégation, ton accréditation venait de la Bolivie, c'est ça? Non, en fait, puisque j'étais avec la COSI, eux aussi peuvent avoir par différents... Canadienne. Oui, Une donc accréditation c'est canadienne. canadien. OK. Puis, en fait, nous aussi, il a fallu qu'on se démerde pour avoir des accréditations parce que c'est pas du tout facile. Mais je dirais, pour rebondir sur ce que Patrick disait, c'est qu'en fait, quand on voit ça, que les intérêts économiques comme ça sont tellement surreprésentés, il y a bien sûr Investissement Québec qui est là, mais il y a également des lobbies pétroliers, des lobbies gaziers. Mhm. Puis, au début, on se fait dire, surtout nous, les jeunes, on est comme, ah, tu vas voir, quand tu vas arriver, tu vas te demander, mon Dieu, il me semble que j'ai un petit peu un sentiment d'imposteur. Qu'est-ce que je viens faire ici? Moi aussi, je me demandais ça au début, qu'est-ce que je viens faire ici? Puis finalement, quand on voit ces intérêts-là qui sont surreprésentés partout, puis que tous ces lobbies-là se permettent de venir faire des deals, puis tout ça, bien, on se dit, mon Dieu, ça prend justement des jeunes, ça prend... Nous, On n'est pas assez. non, pas c'est assez, ça. c'est Notre ça. perspective à nous, c'était surtout la justice climatique féministe. Puis on se disait, mon Dieu, mais on est là pour représenter les pays des Sud, on est là pour représenter les femmes, les jeunes, les peuples autochtones. Puis on n'est pas assez pour faire Ouais, tout ouais. ça. Est-ce que tu t'étais donné des objectifs concrets, genre je veux rencontrer X, je veux parler à autant de Ouais. personnes? Oui, ben on avait 3 objectifs, je dirais, en particulier. Premièrement, on voulait vraiment occuper l'espace. Fait que ça passait vraiment par les moyens de pression qu'on a utilisés. On a participé à des manifestations, on a fait différents moyens de pression qui étaient un peu partout là, dans les panels et Préapprouvés. tout ça. Oui, bien sûr, évidemment. Puis également, on avait un plaidoyer. La COSI avait un plaidoyer qu'on s'est beaucoup servi, qu'on a vraiment tendu à plein d'élus, de ministres canadiens, provinciaux qu'on a rencontrés et tout ça. On a passé plusieurs ministres aussi en entrevue, le ministre Guilbeault, le ministre Charette. Mais excuse-moi, c'est quand même un comble là, d'aller jusqu'aux Émirats arabes unis pour rencontrer Stephen Guilbeault. Là. Il passe ici régulièrement. Là. Si tu veux, je l'accroche, puis Oui. on fait quelque chose. Il vient en vélo tout seul. Là. C'est ça, C'est quand même mais plus ça simple semble... d'aller jusque là-bas. Là. C'est sûr, mais on dirait en tout cas, moi, de ma perspective de jeune, ça semblait beaucoup plus accessible de parler à Stephen Guilbeault là-bas. Ça se faisait on savait peut-être 1 heure d'avance là, qu'on allait le rencontrer. Puis tout se faisait vraiment plus vite. Fait qu'il y avait ces différents objectifs-là qu'on a accomplis. On a rencontré aussi le ministre Fitzgibbon dans une rencontre de jeunes avec lui. Donc, c'est ça. On a eu vraiment plein de façons de parler à nos élus. Puis, justement, c'est de cette façon-là, je pense que c'est vraiment possible, après ça, de poser des questions plus pointues puis d'amener nos revendications. OK, donc pour toi, c'est vraiment un gros check. Tu es contente. Objectif atteint? Oui, c'est sûr que c'est difficile de faire passer nos messages parce qu'on est des jeunes, justement, mais c'est quand même...
de leur avoir parlé, ça amène Ouais. quand même certains points OK. là, sur la table. Et Colette, je reviens vers toi, puis après, toi, Andréane, mais Colette, perspective de droits humains dans un pays comme les Émirats arabes unis, est-ce que tu as pris des précautions avant d'y aller? Est-ce que ça a été plus compliqué? Je comprends dans la conférence des partis, c'est très, très pertinent, mais ça a dû être difficile là-bas et ça va l'être encore l'année prochaine en Azerbaïdjan. Oui, en tant que membre du personnel d'Amnesty International, c'est assez touché d'aller aux Émirats arabes unis. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds là depuis 2014, on est interdit. Ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce qu'on critique, évidemment, puis qu'on soutient les quelques Émiratis qui sont en exil. Donc, pour aller là-bas, moi et tous les autres membres de notre délégation, on était une dizaine par semaine. C'est la première fois qu'on était une si grosse équipe. Je suis allée avec un ordinateur complètement clean que je n'utilisais pas habituellement. J'ai dû changer mon téléphone également. On a dû on a eu des sessions de sécurité avec nos équipes de sécurité informatique pour s'assurer qu'on communiquait de la bonne manière. On a utilisé des moyens de communication comme Signal et rien d'autre pour s'assurer que nos communications ne pouvaient pas être interceptées. Donc, ça nous posait effectivement un certain nombre d'enjeux. La seule raison pourquoi nous, on pouvait y aller, en fait, c'est que c'est une rencontre des Nations unies et à ce titre, on nous acceptait. C'était pareil l'année dernière en Égypte. C'est des pays qui ne nous aiment pas et pour lesquels on ne peut pas entrer. Ça ne nous empêche pas de faire notre travail, de dénoncer les violations de droits humains, mais ça nous pose des obstacles supplémentaires. Je dirais que certains des enjeux auxquels on faisait face en tant qu'Amnesty pouvaient aussi être vécus par d'autres de la société civile. Au préalable, avant d'y aller, moi, j'ai tenté de mettre en garde, en fait, un certain nombre de collègues de d'autres organisations pour s'assurer qu'ils prenaient les précautions nécessaires pour ne pas être surveillés, en fait. C'est la grosse question là-bas, c'est vont-ils tenter de surveiller mes communications de part et d'autre, en fait. Donc, voilà. Oui, ça met un petit stress à un voyage d'affaires, autrement. Merci. Andréane, je sais que Réalité climatique Canada offrait pendant toute la durée de la COP des rencontres 3 fois par jour, je pense, des dialogues sur le climat pour en parler. Est-ce que tu pourrais nous résumer cette initiative-là, mais aussi quelles sont les grandes avancées? Oui, en fait, je commencerai par dire que les dialogues sur le climat, c'est vraiment une initiative d'une coalition, en fait. On est plusieurs organisations qui, en fait, à la base, dans le contexte de la pandémie, se disaient, mon Dieu, justement, cette question-là de transparence et d'accès aux négociations, qui est essentielle au processus des COP, en fait, allait être compromis par, justement, les limites d'accès, finalement, physiques dans le cadre de la COP 26 à Glasgow. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que cet exercice-là de transparence, essentiel, encore une fois, la saine gouvernance, soit maintenue. Et là, on s'est dit, c'est essentiel qu'on amène les conversations ici, qu'on s'assure que si des gens y sont, ils sont en mesure de mobiliser la société civile qui n'a pas pu avoir accès à ces espaces-là pour qu'ils puissent justement continuer la mobilisation au niveau domestique. Donc, on est au total 9 organisations, dont effectivement Réalité climatique Canada fait partie. On héberge la coordination des dialogues. D'ailleurs, Marie Jouan est présente ici, qui a coordonné l'initiative. Et essentiellement, ce qu'on veut créer, c'est vraiment des espaces pour s'assurer que la société civile a tous les outils pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là et assurer une mobilisation au niveau domestique. Parce que, certes, l'ambition est internationale, mais la mise en œuvre doit être domestique et c'est là-dessus qu'on doit rester mobilisé 52 semaines par année, comme le disait Patrick. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que des gens qui ne sont pas nécessairement aux mêmes tables habituellement, donc des 9 groupes d'acteurs non étatiques dont parlait Patrick également, soient rassemblés autour de 3 grands moments quotidiens, donc des petits déjeuners où on suit l'agenda de la présidence et puis on s'assure de donner une espèce de cours 101 sur de quoi on va parler. Ensuite, là, pour l'instant, le décalage horaire a toujours été en notre faveur, mais on a eu des séances de débriefage les midis, heure de Montréal, où justement, on a toujours des binômes ou même parfois des trios intersectoriels, encore une fois, qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des négociations, on en est où, et troisième moment clé, en après-midi, des panels intersectoriels où on ramène l'enjeu à la maison. Et on a des grands rendez-vous, on a des formats avec des élus, puis on a aussi des formations pré-départ pour s'assurer aussi qu'on soit en mesure, tu le mentionnais, Noémie,
on est, somme toute, pas beaucoup. On fait face à des organisations qui ont des moyens exponentiels de lobbying et donc de s'assurer qu'on se répartit bien la tâche sur place pour s'assurer que nos voix sont entendues et surtout représentent celles qui n'ont même pas accès à ces espaces-là. Donc ça, comme en rafale, c'est ça les dialogues sur le climat. Tout Donc, est par disponible exemple, sur les... si certains membres de l'ACOSI suivent ces dialogues-là, le ministre Fitzgibbon revient, vous êtes déjà informé sur ce qui s'est dit là-bas, vous pouvez tout de suite faire un suivi avec lui puis l'accrocher au retour. Oui, mais là, d'ailleurs, en l'occurrence, la délégation de la COSI faisait même partie des équipes de débriefage. Donc, Ouais. en fait, oui, c'est vraiment un beau rendez-vous pour l'ensemble de la société civile et c'est disponible en tout temps sur YouTube. Donc, les gens peuvent continuer à accéder aux ressources pédagogiques et aux conversations qui ont eu lieu. Génial. Donc, les grandes avancées qui ont eu lieu à la COP28? Alors, oui, première chose, Grand c'est thème. peut-être de mettre en contexte que, imaginez-vous que vous êtes avec 198 amis, puis là, vous devez choisir où vous allez manger ce soir. Vous devez choisir un film. Peu importe la Il n'y a décision pas de que vous voulez veto, prendre. il n'y a pas de, Il il y a pas de veto, vote. on prend une C'est décision par consensus. consensus. Fait que là, par design, il faut déjà se mettre d'accord qu'il y a des chances que tout le monde reparte un petit peu déçu d'une COP. Par définition, c'est un espace diplomatique, c'est un espace de compromis. Donc, dans la façon dont c'est prévu dans la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, c'est aussi un processus progressif. Donc, parfois, les gens sont comme, ben voyons, coudonc, on s'est rendu à la 28e, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que, justement, au rythme des avancées scientifiques, on se retrouve annuellement pour mener des actions qui sont à l'auteur des défis auxquels on est confronté, qui sont adaptés aux défis auxquels on est confronté. Cette année particulièrement, pour rebondir sur ta question précisément, la COP28, c'était la COP qu'on a appelée de la vérité. En fait, c'était la COP du bilan mondial. C'est un exercice qu'on fait 5 ans donc après l'accord de Paris pour voir justement quels progrès on a fait, quels échecs on a pour être en mesure de réajuster le tir. C'est un espace donc d'ambition et dans ce cas-ci, ça nous a permis de mettre sans compter ce que mes collègues ont dit justement sur le conflit d'intérêts, etc., mais mettre de l'avant un élément névralgique, l'éléphant dans la pièce, si je puis me permettre, qui est cette fameuse question des énergies fossiles. Donc, cette COP28 est la première de toutes les COP qui a un texte de décision finale qui donne de façon explicite les énergies fossiles et une sortie progressive des énergies fossiles. La seule autre mention, ça avait été à la COP26 à Glasgow. On avait seulement parlé timidement, de façon édulcorée, du charbon. Par contre, c'est un élément central, justement, c'était cette question-là aussi du paquet énergétique. On voulait tripler la capacité en énergie renouvelable, on voulait doubler l'efficacité énergétique, et ça devait s'accompagner d'un financement adéquat. Donc là-dessus, il y a plusieurs écueils. Premier écueil, c'est qu'on parle encore d'une transition progressive des énergies fossiles. On a une mention de la science, on a une mention de temps, un objectif aligné justement sur le 1,5 degré pour 2050, mais par contre, on laisse une place aux énergies de transition, et le gaz. Je ne veux pas nous rappeler au Québec, on en parle un petit peu ces temps-ci, là, il y a une coalition sur ton gaz, etc. Le gaz n'est pas une énergie de transition, c'est un problème. Non, exact. Ça l'était il y a peut-être 20 ans, là, mais là, on aurait dû transitionner il y a longtemps. Voilà, et ensuite, on laisse beaucoup de place à des fausses solutions comme des technologies de type capture et séquestration de carbone. Ça aussi, c'est un gros problème. Un autre élément important dans les éléments qui étaient à l'agenda de cette COP, ça a été la première décision dès l'adoption de l'agenda, celle du fonds, du mécanisme de financement sur les pertes et dommages. Ça, il faut comprendre que c'était quelque chose... Loss and damage, hein, ça a vraiment Exactement. fait les headlines C'est dans les quelque médias chose qui avait sociaux. été négocié depuis le début des temps par les petits États insulaires, où il y a eu tout un mouvement de solidarité aussi de la société civile qui ont répondu présent à leur appel pour dire que c'est une priorité. On doit financer, on doit avoir un mécanisme de financement pour les pertes et dommages. Dans un contexte où un tiers du Pakistan était encore sous les eaux à la COP27, on a finalement, de peine et de misère, eu l'adoption de ce fonds. Et donc, toute l'année dernière, ça a été des conversations pour savoir comment il allait être mis en œuvre. Donc, un fonds pour compenser les nations, les régions les catastrophes, qui sont exactement, et que ça ne soit touchées. pas considéré comme une espèce de charité, qu'il y a Ouais, un mais mécanisme établi pour financer ces pertes et dommages. C'est cool en principe, mais comment, c'est des peanuts, là? Le Canada a contribué quoi, 12 millions, genre? Alors, en fait, effectivement, les besoins sont estimés à entre 290 millions et, selon des calculs un petit peu plus réalistes des pays du Sud, 580 milliards. C'est ça, milliards. pour là. l'instant, parle on a de juste- 1000 fois plus. là. On a seulement levé 700 millions. OK. Donc, là, c'est un gros écueil sur les pertes et dommages. La capacité à mobiliser du financement dès l'annonce,
ça va être un problème. Deuxième écueil, qui l'héberge, et ça aussi, ça a été vraiment en grinçant des dents, c'est la Banque mondiale. Et là, la Banque mondiale, si tout le monde se rappelle, moi, dans mes souvenirs, c'est pas non plus les superstars, des dons, des mécanismes de financement qui sont prévisibles, qui Non. sont récurrents, etc. C'est le consensus de Washington. Alors- C'est ça. Alors, il y a un enjeu là-dessus de crédibilité sur la capacité de la Banque mondiale de vraiment être agile, notamment pendant qu'elle héberge ce fonds de manière transitoire, pour vraiment répondre à ce que ça devrait être, comme tu le mentionnes, un fonds vraiment efficace et agile d'urgence et qui ne ramène pas les pays dans une situation plus importante de surendettement. Et bon, il y a eu plusieurs autres éléments dans le cadre de cette COP. Je n'aurai pas le temps par souci aussi Donc, de la tu as répartition de dit parole. ce fonds de loss and damage et la transition graduelle de sortie des combustibles fossiles, c'est Oui, ça? exact. Mais il y, a- il y Mais a- la il y avait question- un enjeu de phase-out, pas phase-out? C'était Ben oui, quoi ça, ce c'est tout gros le truc-là? langage du texte. Et justement, quand tu parles de qu'est-ce qu'on peut faire sur place, il faut remettre en contexte face à la masse de lobbyistes des énergies fossiles. Ouais. Personne ne gagne à ce que la société civile ne soit pas présente pour amener un contre-pouvoir et d'autres types de discours qui sont normalisés dans ces espaces-là. Un de nos gros champs de bataille, c'était justement comment on va parler de la sortie des énergies fossiles. Et on a eu un langage que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est mou. Une sortie progressive, on ne sait pas ce qu'on voulait, on voulait phase out. Mais par contre, et on l'a rappelé, ce phase out-là ne pouvait se faire que de façon intrinsèquement liée et croisée, tissée, serrée, avec un package équitable en matière de financement. Et là-dessus, c'est un autre des très, très, très grands écueils. On en parlait pour les pertes et dommages, mais c'est sur la capacité à mobiliser des fonds. Et là-dessus, ça va être le champ de bataille de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, parce que cette COP-là, comme je disais, c'est un processus progressif. Donc, à chaque année, on discute de certaines choses. On va parler du fameux New Collective Quantified Goal. Oh mon Dieu, il faut tout le temps que je retienne ma respiration de le dire. Il m'intimide, ce mot-là. Et justement, on va définir finalement le nouveau 100 milliards, entre guillemets. Donc, la façon dont on doit financer adéquatement le défi climatique. Et là-dessus, Financer la transition ou financer les dommages? Là? financer adaptation, atténuation, résilience. exactement. Donc, financer OK. l'ensemble de l'œuvre. Et là-dessus, il y a un élément incontournable. C'est vraiment le concept, qui est au cœur de la Convention aussi, des responsabilités communes mais différenciées. Un autre grand manquement du texte de décision finale, on ne différencie pas, en fait, les pays du Nord global avec les pays du Sud et justement la façon proportionnelle et équitable de répartir le financement. C'est un grand problème et là-dessus, on ne peut pas demander à des États insulaires, à des petits États ou à des États du Sud qui ont une possibilité de réfléchir leur développement et un développement basé sur une exploitation des ressources naturelles, par exemple par les énergies fossiles, de leur demander de dire non merci à ça sur des vœux pieux si on ne soutient pas un financement adéquat au développement de besoins énergétiques et d'énergie renouvelable. Ça doit se passer par du financement et ça va être un des grands éléments qu'on va devoir travailler activement tous ensemble pour que des pays comme le Canada répondent présents à cet appel-là des pays du Sud et des petits États insulaires. Proportionnellement. Plus que les Exactement. autres. Ouais, ouais. Et là, c'était en rafale, je vous mets des points, mais évidemment, j'ai laissé de côté la transition juste. Mais on en J'ai parle. l'adaptation, Parfait. Ouais. l'atténuation, l'agriculture, la santé qui est à l'agenda pour la première fois, les écosystèmes. On a eu une place pour la première fois du Kunming, du cadre mondial Kunming-Montréal. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été à l'agenda de cette COP. Beaucoup de résultats mitigés, mais encore une fois, on a aussi eu des grandes victoires et notre travail maintenant collectif, c'est de travailler une mise en œuvre au niveau domestique et ça, on a le pouvoir de faire. Ouais. Et comme tout est par consensus, donc c'est quasiment un dénominateur commun. Là. On essaie de remonter le plancher, mais il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Tu as parlé de transition juste, donc Patrick, je vais rebondir sur toi parce que c'est ton cheval de bataille depuis des années. Là, donc, le sort des travailleurs dans tout ça, qui vont se faire déplacer au fur et à mesure que la technologie... leurs jobs vont se faire déplacer au fur et à mesure que la technologie évolue et que le marché évolue. Ben, c'est une définition intéressante. Ça va un peu plus loin que ça, mais c'est un bon morceau. Et effectivement, comme Andréane disait, cette COP-ci, la COP prochaine nous dit, ben voilà combien ça coûterait pour. Maintenant, la transition juste, c'est comment on le fait, essentiellement. Et il est vrai que la COP 29 aura comme priorité les nouveaux objectifs quantifiés collectifs. Mon Dieu. Donc, c'est l'après 100 milliards qui finit en 2025. Mais on sait déjà que les projections nous disent qu'il faudra 4,3 trillions
pour assurer la décarbonation et de garder les limites en deçà de 1,5 dans des principes d'adaptation. Donc, c'est immense. C'est vraiment très immense et ça met aussi de surcroît, quelle sera la place de la finance privée là-dedans? Déjà qu'on a la Banque mondiale d'un jambe, bref, ça va être des défis importants, mais si on revient à la transition juste, c'est un concept qui existe depuis les années 60, qui a été porté par les syndicats aux États-Unis, qui peut se traduire rapidement par, si on ne veut pas subir les décisions que d'autres prennent pour nous, il faut qu'on soit à la table pour prendre ces décisions-là. Essentiellement, la transition juste, je le résume très court de cette façon-là, donc, c'est de permettre à ceux et celles qui subiront les impacts d'être à la table des décisions qui les concernent. Et ce concept-là a été actualisé de 2013 à 2015 par l'Organisation internationale du travail, qui regroupe les syndicats, les employeurs et les États, qui est une agence, en fait, de l'ONU, pour définir, oui, mais si on met en place des principes directeurs pour une transition juste, qui reposent essentiellement sur 4 grands éléments, le dialogue social, la protection sociale, le droit d'avoir un emploi décent et le droit du travail. Donc, chemin allant, les syndicats ont pris ça sous leurs bras et ont poussé pour l'inclusion de la transition juste dans les discussions de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, c'est cocasse qu'on pose la question aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans, personne n'aurait posé cette question-là. Nous étions seuls en piste à essayer de faire intégrer le principe de transition juste qui a minimalement atterri dans le préambule de l'accord de Paris, mais sans plus. Donc, de dire, il faudrait faire attention à. C'est à peu près le plus loin qu'on allait. Et de COP en COP, ce concept-là a pris de l'importance par des déclarations lors de la COP 24 à Katowice en 2018, lors de la COP 26 à Glasgow en 2021. Donc, des déclarations qui se sont ajoutées et qui nous ont amenés à pousser pour avoir quelque chose de plus concret qui a abouti lors de cette COP-là sous un programme de travail sur la transition juste, qui a été entériné et accepté par force de consensus par l'ensemble des États. Et ce qui fait la particularité de ce programme de transition juste, c'est les éléments qu'on y retrouve. Donc, quelles sont les conditions pour que cette transition-là soit juste dans l'optique des coûts que ça coûtera? Et ce qu'on a là-dedans, c'est que le scope doit être bien au-delà de l'énergie. Donc, ce n'est pas une transition qui ne couvre que le secteur d'activité de l'énergie, mais l'ensemble des secteurs d'activité industriels, transport, santé, services publics. Donc, ça, c'est quand même important à ce niveau-là et qu'on doit tenir compte des enjeux socio-économiques et non pas simplement de croissance économique. Donc, la nuance, elle est importante à ce niveau-là, d'intégrer ces niveaux-là. On parle aussi naturellement des enjeux de main-d'œuvre qui doivent être intégrés dans les discussions et la création d'emplois, mais d'emplois de qualité. Donc, c'est-à-dire ne pas faire disparaître des emplois au profit d'emplois de cheap labor, si on veut, où les gens vont continuer à s'appauvrir parce qu'il y a l'équation de l'éradication de la pauvreté, qui est l'objectif de développement durable numéro 1, qui est maintenant intégré dans les principes de transition juste. Donc, toute création d'emplois dans un contexte de transition juste devrait être meilleure que les emplois précédents. C'est quand même relativement ambitieux. Et aussi les enjeux de protection sociale. Par exemple, des gens qui perdent leur emploi et qui ont un impact sur leur communauté, parce qu'on le sait, certaines communautés dépendent d'une monoéconomie, c'est-à-dire, et c'est le cas au Québec, on l'a vu dans le cas des mines, notamment à Murdochville, dans l'histoire du Québec, on ferme la mine et le village ferme. Hein? Les gens perdent leur maison, elles sont rachetées pour des bouchées de pain. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il y a des transitions réels. juste, des transitions de marché, on n'a pas un bon historique là-dessus. Là. Donc, on pourrait essayer d'apprendre du passé et mieux faire. Là. Exactement. Et souvent, les gouvernements vont nous dire, oui, mais quand les gens perdent leur emploi, on va mettre en place des programmes pour les... on leur dit, oui, mais ça s'appelle l'assurance-emploi. Donc, on ne réinvente pas la roue. Là. Donc, ce qu'on veut, c'est une réelle protection sociale pour les communautés, les travailleurs et les travailleuses dans une optique de travail décent. C'est-à-dire que chaque personne aussi qui exerce un travail doit pouvoir jouir de son salaire et pas être dans un état de survivance, mais pouvoir être dans une situation décente, donc avoir les revenus nécessaires et avoir un travail qui lui assure une sécurité, une intégrité physique et mentale. Donc ça, c'est important aussi de l'inclure. Et on retrouve ça dans le programme de travail. Et surtout, ce qu'on a réussi à inclure dans le programme de travail, c'est naturellement toute la batterie des droits humains, droits autochtones, droits de genre, équité de genre, etc. Mais pour la première fois, j'ai juste l'anglicisme ever, dans la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, on a inclus le droit du travail. Ça a l'air banal, mais c'est immense parce que ça permet maintenant aux travailleurs et travailleuses d'être reconnus officiellement dans un principe de transition juste et d'assurer un droit d'association, donc de pouvoir se regrouper pour décider de ce qui leur
ce qui leur incombe, et un droit de négociation de ce qui va leur arriver. OK. Donc ça, c'est un gain qui est, semble banal, mais qui est majeur. Tout ça dans une optique de dialogue social, c'est-à-dire que toutes les décisions qui impactent les gens doivent se faire en ayant ces gens-là à la table. Et ce qui a été un gain majeur aussi durant cette COP-là, c'est que certains États ont mis de l'avant, bien, si on parle de transition juste et qu'on parle d'enjeux de dialogue social, ben, les circonscriptions de la Convention-cadre de l'ONU devraient être à la table avec nous pour négocier ce programme-là, et c'est ce qui a été fait. Donc, OK. c'est-à-dire que chacune des 9 circonscriptions était à la table et participait aux discussions sans avoir droit de consensus, mais du moins pour bâtir ce programme de travail-là. Donc ça, c'est un exemple concret qui est important et qui démontre que on répond de cette façon-là au dernier rapport sur l'adaptation du GIEC qui demandait que toute transformation devra passer par une transition juste impliquant ceux et celles qui en feront partie. Et on a pu voir cette collaboration-là aussi, qui est importante, je termine là-dessus, entre les circonscriptions de la Convention-cadre, donc c'est-à-dire les syndicats, les groupes environnementaux, les peuples autochtones, les jeunes et la circonscription de genre, femmes et genre, mais aussi du monde des affaires et des industries qui ont participé au dialogue. OK. Donc, on avance vraisemblablement vers quelque chose, et ça, c'est un gain qui est quand même historique immense, pour en nous. 10 ans. Ça a pris 10 ans. Effectivement, c'est 10 ans de lutte C'est qui nous a rapide fait là, aboutir. dans l'ONU. Donc, oui, c'est devenu une foire commerciale en grande partie, mais il y a des bonnes avancées positives aussi de ce Absolument. côté-là. Est-ce que, Noémie, tu trouves que la perspective de la jeunesse avance aussi? Est-ce que c'était quelque chose qui a évolué? Est-ce que tu es au courant de l'évolution de cette perspective-là, de ce point de parole là, dans les conventions? Oui, au niveau de la jeunesse, un peu moins. Ce que j'allais dire, c'était plus par rapport aux pays des Sud, que c'est un peu le même principe. C'est qu'après OK. ça, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour ces personnes-là, puis de Ouais. quelle façon cet argent-là qui est récolté par différents fonds, par différents moyens, de quelle façon elle peut percoler pour que ça puisse vraiment atteindre les différentes personnes sur le terrain qui en ont besoin. Mhm. Puis c'est toujours ça un peu la question, à savoir est-ce que ça va se rendre dans les mains des bonnes personnes? Est-ce que les personnes qui souffrent le plus de la crise climatique vont arriver à mettre la main sur les ressources qu'ils ont besoin pour s'adapter? Puis est-ce que ça va inclure justement les différentes dynamiques de justice climatique puis d'injustice qu'il y a en ce moment? Fait que je dirais que c'est plus par rapport à cette perspective-là, là, des injustices sexistes aussi, les discriminations qu'il y a dans les différents pays où ça existe toujours, ces discriminations-là. Puis, voilà. Ben donc, je vous reviens là-dessus. L'événement d'hier, là, on voit très bien que les investisseurs institutionnels sont très conscients qu'il y aura des énormes mouvements de liquidités et de fonds. Là. Je sais que le Fonds souverain des Émirats arabes unis a annoncé un nouveau fonds dédié à la transition, donc 40 milliards, ils aiment les grands chiffres. Là. Donc, c'est énorme. Il y a eu plein d'annonces comme ça au courant de la dernière semaine. Noémie, je reviens vers toi. Est-ce que tu as ton meilleur souvenir de ta première participation à la COP? Fait marquant? Meilleur souvenir, ça serait dur à dire, mais oui, j'ai un petite anecdote là, qui a été vraiment plaisante. Puis c'est drôle parce qu'on parlait tantôt qu'il fallait tout le temps dire quand on était pour faire des différents moyens de pression, il fallait que ce soit su à l'avance, qu'on dise exactement c'est quoi. Mais celui-là, je ne suis pas certaine s'il avait vraiment été dit. En fait, on a participé à ce qu'on appelle un walkout. Donc, en fait, c'est d'aller s'asseoir dans une pièce où il va y avoir un panel, puis de se lever pour laisser les chaises vides, puis montrer notre désintérêt envers le sujet qui est en train d'être discuté. Puis, on s'est rendu vraiment, je pense qu'on était 30 ou 40 personnes de la société civile à ce panel-là, qui était un panel de l'Alliance Nouvelle Voie. Et Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, était supposée d'être là. Donc, on s'est toutes présentées un peu incognito, on s'est assis dans les chaises et tout ça. Puis, finalement, ils se sont rendus compte, les organisateurs se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient supposés. Puis, ils ont commencé à se dire « Ah, mon Dieu, mais pourquoi il y a autant de gens et tout ça? » Fait que ça paraissait un peu louche. Donc, la personne qui était supposée d'animer le panel s'est présentée en avant et il est venu dire finalement, le panel va être annulé. Donc, on a compris entre les lignes que Danielle Smith ne pouvait pas se présenter quand il y avait quelque chose qui semblait se tramer de notre côté. Donc, elle ne s'est jamais présentée, mais on a quand même un peu forcé les deux panélistes qui étaient déjà là à procéder à une période de questions. Donc, on leur a posé des questions assez crunchy et tout ça, puis c'était un peu tendu. Il y a même des gens dans la salle qui n'étaient pas très contents avec les questions qu'on posait et tout ça. Et finalement, c'était déjà une belle victoire d'avoir fait annuler le panel, mais en plus, on s'est levé après, puis on a vraiment fait ce qui était supposé d'être le walkout, puis on est toutes parties avec notre message du fait que c'était un panel d'éco-blanchiment complètement, qu'est-ce qu'il venait se dire.
Puis, c'est ça, ça a très bien fonctionné. Fait que c'est juste pour donner une idée un peu du genre de moyen de pression qu'on peut faire. Puis ça a été une belle victoire pour la société civile. Là. Génial. Colette, de ton côté, anecdote croustillante similaire? En fait, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la solidarité que la société civile a montrée envers le conflit à Gaza. Ça a été sur à peu près toutes les tribunes, à peu près à tous les jours, dans à peu près tous les caucus auxquels j'ai participé, à toutes les rencontres, le conflit a été évoqué. Et ça, pour moi, ça faisait chaud au cœur de voir que tout le monde s'inquiétait de ce conflit qui, a priori, semblait très loin des préoccupations qu'on avait d'être à la COP 28. Mais où tout le monde comprenait que sans respect des droits humains de tous et toutes, il n'y a pas de justice climatique. Pour moi, ça a été vraiment important. Okay. Et je te dirais que je souhaite pour Bakou, pour l'année prochaine, en novembre prochain, je souhaite en fait qu'il y ait une solidarité pareille, semblable sur la question du respect des droits humains en Azerbaïdjan, parce que je ne vous ferai pas, ça ne sera pas nouveau pour vous, mais l'Azerbaïdjan est aussi un État autoritaire. Dont 24 délégués, 24 hommes, c'est ça? Ils ont déjà nommé leurs principaux représentants. En plus, je ne parlerai pas de ça, je ne partirai pas là-dessus, mais okay. Je souhaite qu'il y ait cette solidarité pour dénoncer en fait ce qui se passe, parce que quand même les gens là-bas sur place n'ont pas la capacité de dire haut et fort ce qui se passe, et on a cette possibilité-là, et j'espère qu'on va l'utiliser. Merci. Voilà. Patrick, rapidement, anecdote ou fait marquant de cette très année? rapidement. Une anecdote croustillante et une plus intéressante que la croustillante, qu'il y avait probablement une seule personne qui se prenait avec des gardes du corps à la COP, c'est Daniel Smith. Ah, bref, ouais. Quand on se pense plus important qu'on est. Et l'autre, c'est que, comme je le disais tantôt, dans la négociation, en table de négociation pour la transition juste, on a été appelé à être à la table de négociation et on ne le savait pas avant la première rencontre de négociation. Et pour les syndicats, c'est moi qui étais là. Donc, c'est moi qui étais assis à la table. Donc, on a vu, OK, on peut s'intégrer. Donc, c'est une expérience assez particulière. Et je dois dire que si vous lisez des textes de la Convention cadre et les décisions, c'est assez aride et imbuvable comme texte. Donc, d'être assis à la table et plus être dans l'estrade, disons, et de dire, oh, OK, faut jamais quelque chose. Tu patines vite sur tes patins. C'est une autre expérience où on se rend compte que c'est pas si simple que ça, mais ça, c'était une anecdote intéressante, mais une belle expérience. Super. Andréane, puis après, s'il y a des questions dans la salle, je vais en prendre si on a encore le temps. Ben oui, puis ça me rappelle des bons souvenirs, les anecdotes partagées par mes collègues. Peut-être une anecdote, la société civile, on a un grand moment qui sont les prix fossiles, en fait, et c'est très théâtral, c'est un peu pour tourner au ridicule les pires cancres climatiques dans les négociations. Et la société civile canadienne, on s'est quand même assez mobilisé pour faire une grande exception à la règle et s'assurer que nos propres climate blockers and deniers, donc nos propres provinces qui, justement, étaient très présentes à la COP, étaient dénoncées par, en fait, le mécanisme de notre Constitution, comme le pouvoir des ressources naturelles relève des provinces. C'était important pour nous de montrer que, finalement, l'Alberta était là, pas dans des objectifs d'ambition, d'une part, et d'autre part, que ça ne représente pas nécessairement les préoccupations de sa société civile et de sa population en général. Et donc, grande première, presque historique pour les prix fossiles, une province, un État infranational s'est vu remettre un prix fossile. Et peut-être dernière anecdote, en allant vers la COP 30, qui va être au Brésil, la deuxième plus grande délégation était du Brésil et la plus grande délégation autochtone de l'Amazone, plus de 300 délégués autochtones étaient présents à la COP 28. Donc là-dessus, sur des voix moins représentées, je pense que c'était quand même quelque chose à souligner. Génial. Bien, merci beaucoup à vous quatre pour votre contribution. Je prendrai quelques questions, monsieur. Francis Lapierre, Éco-village vertical et résilient, c'est mon projet. Je voudrais dire d'abord, là, on est dans le international, là, à un niveau très élevé. Par contre, à ce niveau-là, on ne pourra pas régler le problème de la crise climatique et d'autres problèmes comme la crise du logement en restant dans la logique de ceux qui ont créé le problème, c'est-à-dire le capitalisme. Il va falloir trouver d'autres façons de gérer la planète, que ce soit par exemple le communalisme,
le municipalisme ou d'autres formules. Francis, excuse-moi, je vais juste oui. arrêter. Je suis 100% d'accord avec en principe, mais on parle de la COP aujourd'hui et il y a d'autres événements qui s'en viennent justement sur challenger l'obsession à la croissance et le capitalisme. Est-ce que tu as une question spécifique au retour d'expérience sur la COP? Parce qu'on parle d'un système macro, donc là, on joue dans le système, évidemment. Là. Rebondir sur ce que vous dites. Là, en fait, il y a deux éléments. Il y a une mention explicite justement du cadre Kunming-Montréal qui parle justement des causes sous-jacentes en fait de la crise climatique. Ça, c'est vraiment en fait le cadre sur la biodiversité qui est nommé dans le texte de décision finale de la COP 28. C'est rare que ça arrive qu'on fait ces liens-là entre biodiversité et climat. De plus en plus, on va les faire. Et là-dessus, on aborde de plus en plus justement ces questions des causes sous-jacentes. Deuxième élément important, c'est qu'il y a tout un mouvement mené par les petits États insulaires, notamment la Barbade, sur la réforme de l'architecture financière internationale pour justement revoir la façon dont le système mondial économique est géré. Et en bout de ligne, effectivement, cette refonte de principes du capitalisme qui, évidemment, est la cause sous-jacente, ultimement, de la crise auquel on fait face. Donc oui, juste pour vous rassurer, ça fait vraiment partie des discussions qui sont présentes dans ces espaces-là aussi. Excusez-moi de vous avoir coupé. Merci, Andréane, d'avoir rebondi là-dessus. Pas facile de challenger le système quand on discute de manière consensuelle avec 180 autres nations, c'est ça? 98 autres nations. Parties. 98 autres parties. Merci, professeur. Il y a une question en arrière, Marie-Ève? Bonjour, merci beaucoup de votre retour à toutes et à tous. Moi, j'avais une question par rapport à... Souvent, on dit que la COP, c'est comme une grande assemblée de copropriétaires, puis on discute, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le principe, et on a du mal, et comme on sait, comme on a rappelé, les États, il y en a qui sont plus ou moins avec des intérêts, mais vous avez aussi dit que, par exemple, le Québec avait eu beaucoup d'accréditations d'entreprises. Et est-ce que vous avez vu dans vos moyens de pression, dans vos volontés, peut-être dans vos cibles de pression, peut-être carrément de s'adresser aux entreprises qui ils ne s'affranchissent pas des États, mais peuvent peut-être aller plus vite que certains États, dépasser peut-être des ambitions que certains États mettent, et au final ne plus attendre que les États se mettent d'accord et quasiment cibler les entreprises directement pour faire plus que l'incrémentalisme, aller directement leur mettre la pression. Voilà. Merci. Donc, le rôle des ambitions privées et corporatives? Il y a deux écoles de pensée là-dedans. Hein. Soit qu'on est en position d'opposition et de cassure avec tout dialogue, et l'autre qui est dans une position de dialogue, effectivement, avec des acteurs qui possèdent une partie de la réponse. Donc je vous dirais que oui, ce dialogue-là a lieu, il est présent. Parmi les 9 circonscriptions que je parlais tantôt de la Convention cadre, il y en a une qui s'appelle le Business and Industry NGOs, donc ils font partie de la discussion, et elle est importante, cette discussion-là aussi. Et ça se passe aussi au Québec, à ce niveau-là, et ça nous a permis de pousser, par exemple, dans les principes directeurs pour une transition juste sous l'Organisation internationale du travail. On est parti en 2015 de parler d'une économie verte à des croissances vertes au mois de juin dernier, dans son actualisation, de changer le langage pour parler plutôt de tenir compte d'aspects de compétitivité dans un sens d'équilibre socio-économique en limitant dans les limites planétaires. Donc, le langage a changé catégoriquement en 10 ans, et c'est par ce dialogue-là, en impliquant ces acteurs-là, tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci à tous pour vos questions. Il est 13 heures. J'avais promis que je vous libérerais sur l'heure. Donc, je voulais particulièrement remercier mes 4 panélistes, Colette, Noémie, Patrick et Andréane. Rappelez aussi que l'ACOSI a une conférence similaire encore dans 2 semaines ici, la perspective de la jeunesse, de 4 femmes qui étaient présentes, tes collègues, Noémie. Donc, vous pouvez regarder sur le site web la programmation à la MDD. Et donc, merci à tous. Une bonne main d'applaudissements.